Ça m'a jamais posé de problème de présenter mes excuses quand j'ai déconné. Et j'ai déconné, les amis. Je vous ai laissé tomber salement la semaine dernière et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Bienvenue à tous, c'est Harold Barbet pour ce point du lundi matin 1er novembre. 1er novembre 2021. Vous savez que normalement, c'est la Toussaint et mes parents me disent depuis que je suis petit que c'est la Saint-Harold aujourd'hui, le 1er novembre. Apparemment, c'est marqué dans certains calendriers. J'ai eu beau leur rétorquer plusieurs fois que à la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Non, non, c'est la Saint-Harold. Comme t'as pas de fête, on va t'en inventer une. Bon, je suis ravi de vous voir, les amis, évidemment. Évidemment que on peut pas commencer ce point du lundi matin sans présenter des excuses valables. J'ai pas pu être avec vous la semaine dernière et c'est de ma faute. Bon, je vous explique vite fait. Je partais en tournage pour L'île prisonnière. Et en fait, dimanche soir, je regarde mon billet et je vois que je pars à 10h12. Donc je me dis, bah tranquille, comme ça j'enregistre le point du lundi matin vers 7h30, 8h. Je le donne l'autre pépère et puis je vais prendre mon train. Sauf que c'était 10h12 de la gare Montparnasse. Et que moi j'habite à côté de Caen. Donc le dimanche soir vers 23h, je me dis putain mais il faut que je parte. Voilà. Donc il a fallu que je parte à 7h du matin de la gare de Caen. Voilà, j'ai pas anticipé. À un moment, j'ai hésité. Je me dis, mais est-ce que je prends le micro avec moi pour faire le point du lundi matin? Et puis, bon, les journées sont tellement intenses, je savais pas comment ça allait se passer. Et moi, le point du lundi matin, faut que je sois posé pour le faire. Donc voilà, écoutez, j'ai mal anticipé le truc. J'ai reçu quelques messages, voilà, comme quoi ça vous avait manqué. Donc quelque part, ça me fait plaisir. Mais vous inquiétez pas, parce que putain, j'ai des trucs super fat aujourd'hui. Donc je sais même pas par quoi commencer. Happy Halloween peut-être. Happy Halloween les amis. Hier on a fêté Halloween nous en famille. J'étais déguisé en Corey Taylor, le chanteur de Slipknot. Oui, vous allez me dire ça nous étonne pas beaucoup, mais en même temps je m'y suis pris un petit peu au dernier moment. Donc voilà. Est-ce que vous avez fêté Halloween vous? Vous êtes éclatés les amis? Vous avez regardé des films d'horreur? C'était cool. Je suis content parce que mes New York Jets ont gagné. Si vous suivez le point du lundi matin depuis longtemps, vous devez savoir que j'ai deux équipes, le Stade Malherbe de Caen et les New York Jets. C'est du football américain. Et hier, les Jets ont gagné contre les Bengals, les Cincinnati Bengals, qui avaient gagné plein de matchs, alors que nous, on avait quasiment tout perdu. Et le match était incroyable. Alors vous allez me dire, on s'en fout, et vous avez bien raison. Sauf que c'est un petit événement. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le football américain, il n'y a pas vraiment de match nul. C'est un peu comme au rugby, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais en général, il y a un gagnant et un perdant. Il y a un gagnant et un perdant. Sauf que les Jets, ils perdent tout le temps. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais au restaurant avec Louis C.K. Alors je sais que cette phrase fait très prétentieux. Louis C.K., c'est le plus grand humoriste américain de tous les temps. Et j'étais dans un resto avec lui à Bordeaux quand j'étais en tournée avec Blanche. Et puis on parlait de sport, parce que lui, il adore la boxe. Et je lui disais que moi, j'adorais le football américain et que j'adorais les New York Jets, mais qui perdaient tout le temps. Et lui, il avait une théorie extrêmement intéressante sur le culte de la victoire et comment le mécanisme de la défaite était bien plus intéressant. Dans le sens où les gens qui ne gagnent jamais, les gens qui perdent tout le temps, sont beaucoup plus intéressants que les gens qui gagnent toujours. Et finalement, je trouve que c'est assez vrai. Parce qu'un champion qui gagne tout le temps, bah, le jour où il gagne, tu dis que c'est presque normal. Alors que des mecs qui perdent tout le temps, bah, le jour où ils gagnent, tu te dis ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est incroyable. Bon, le Stade Malherbe a perdu par contre. Et ça fait mal au cul là. Je sais pas où on va les amis, mais on y va tout droit. Enfin bref. Euh, j'ai des news, j'ai travaillé cette semaine. Euh, Je sais pas par quoi je commence. Peut-être par l'île prisonnière, parce que c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus. Bon, déjà, on a la semaine dernière à rattraper. La semaine dernière, ça a été une semaine de travail où j'ai écrit des textes et tout. Et puis, enfin, il y a 15 jours, du coup, parce qu'on a 15 jours à couvrir. Et je suis allé me refrotter au public parisien un petit peu. J'ai fait 2 sessions au Barbès Comedy Club, qui était très cool. J'adore cet endroit. Le Barbès Comedy Club, donc comme son nom l'indique, c'est à Barbès. C'est le comedy club de mon ami Shirley Soignon. Et vraiment, c'est cool. Je crois que c'est l'endroit que je préfère jouer à Paris. Probablement parce que je m'y sens bien.
et que comme je marche beaucoup à l'affect, ça joue. Et après, bah, en fait, j'avais une session à 19h et l'autre à 23h. Du coup, j'ai pu aller voir d'autres trucs, voir d'autres comédie clubs, comment ça se passait un petit peu ailleurs. Euh, et je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je suis en décalage, je crois. Alors, est-ce que c'est le fait que je tourne essentiellement en province en ce moment? Mais euh, les humoristes que j'ai vus, on en est encore. Vous avez pas remarqué que ça pue dans le métro? Vache! Et après, quand on te présente Paris comme la crème du stand-up et tout, putain, la crème, elle a tourné, les amis. Ah ouais, je vous le dis là, c'est. Je pourrais même déborder sur le truc One Night in Paris sur Netflix. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est c'est un truc donc avec des humoristes français sur la sortie de confinement en fait sur le Covid. Sauf que Netflix ils te sortent ça maintenant. En fait, t'as une succession de vous regarderez les humoristes qu'il y a. Il n'y a pas un seul set de réussi. C'est nul à chier. Franchement, c'est nul. Moi, j'ai vu One Night in Paris avec Paris Hilton. C'était vachement mieux. Franchement, ouais. Et là, en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont pas été aidés. Je pense que Netflix leur a commandé de faire des specials sur la sortie, enfin, au moment où les théâtres ont rouvert. Donc, toutes les blagues traitent de la sortie du confinement, machin truc et tout. Sauf que c'était il y a 6 mois. On n'en a plus rien à branler. Ça tombe à plat. Je veux dire, ce truc-là, où fallait pas le sortir, où fallait le sortir il y a 6 mois quand ça a intéressé encore les gens. Je veux dire, moi maintenant, tu me dis, quand moi j'étais confiné, ah bah, j'ai regardé beaucoup de séries, mais je m'en fous. C'est passé, on est passé à autre chose, quoi. Entre-temps, il y a eu Zemmour, il y a eu plein de trucs. Enfin, je veux dire, qui ça intéresse encore des blagues sur le confinement, sérieusement? Déjà, quand on est sorti du confinement, moi je m'interdisais d'en faire. Parce que c'est bon, quoi. Et là, c'est que ça non-stop. Avec des espèces de sketchs entre C'est nul. Ah, c'est zéro, quoi. C'est vraiment nul à chier. Voilà. Enfin bref. Sinon, non, non, j'ai pu rejouer à Paris et c'était très cool. Donc, je suis en train de préparer mon grand retour. J'ai presque fini le rodage du spectacle. D'ailleurs, je serai à Célestat vendredi. C'est à 2 heures de Strasbourg. Donc c'est dans le Grand Est. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas. J'ai jamais même visité cette partie-là de la France. Ça va être très 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 intéressant. Donc c'est un festival. On joue 20 minutes. Il y a d'autres humoristes. Et le samedi, je serai à Lagny-sur-Marne, 77. Là, par contre, j'ai besoin de vous, les amis. Si vous êtes dans le coin, faut venir parce que les résas sont pas complètement dingues. Donc, j'aimerais bien que vous veniez. Et puisqu'on en est à l'instant promo, le 13 novembre, je fais mon retour au Théâtre à l'Ouest à Caen. Donc là, vraiment, bon, là, je sais qu'il y a déjà des résas qui sont tombés, mais si on pouvait faire un petit complet, ce serait pas mal. Surtout que je prépare un truc spécial. J'espère que ça va se faire, parce qu'on doit encore travailler un petit peu. Et après, je repars au El Camino à Caen. Donc si vous êtes de la région, on reprend les soirées là-bas. Et vous pouvez déjà inscrire que le 17 décembre, je fête mes 10 ans de carrière avec Julien. Avec Julien, parce que j'ai commencé sur scène avec quelqu'un d'autre. Bon, on était tous les deux, bon, c'était pas un binôme, hein, mais on faisait déjà des 30-30 il y a 10 ans. Donc précurseur de ouf. Et en fait, donc Julien depuis avait arrêté, et là, comme ça va faire 10 ans, et ben on refait ça, comme à la belle époque. Il y aura notre ami Léopold aussi, un mec qui fait du Twitch, un copain à moi. Et on se fait une soirée à l'ancienne au El Camino, et vraiment ça va être très très cool, et j'ai hâte. Et quand je me dis que ça fait déjà 10 ans que je fais ça, alors c'est vrai que les premières années, c'était plus en mode loisir, je jouais 2 ou 3 fois par an. Mais ouais, je sais pas, moi c'est vrai que j'ai toujours tendance à être un peu défaitiste et à rabaisser tout ce que je fais, mais s'il y a 10 ans, si je pouvais remonter le temps et puis aller voir le Harold il y a 10 ans, de lui dire bah tiens, t'en seras là dans 10 ans, euh, même sans avoir gagné un Oscar ou quoi que ce soit, j'aurais signé direct. Tu vois. Même là j'ai toujours l'impression que c'est pas assez et que je fais pas suffisamment. Mais finalement, quand je regarde le chemin parcouru, surtout en étant quand même essentiellement à Caen, bah c'est quand même pas si mal que ça, même s'il y a encore beaucoup de travail. Mais ouais, c'est cool. 10 ans, ça passe vite. J'ai perdu mes cheveux, j'ai fait pousser une barbe. Je vais remettre des photos là de ces fameux
de cette fameuse date où j'ai commencé pour la première fois. Je me rappelle, j'avais fait vomir dans les loges. J'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. C'est la date qui m'a le plus marqué. La première, c'est toujours comme ça. C'était blindé. On avait fait un truc gratos. Il y avait 90 personnes. Et nous, c'était la première fois qu'on montait sur scène. On avait fait 30 minutes chacun. 30 minutes chacun. C'est pour ça que j'ai gardé cette habitude. Moi, je comprends pas cette logique. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, je travaille pas comme ça, c'est tout. Mais je comprends pas cette logique d'aller sur scène et de se dire tiens, allez, je vais tester 5 minutes. Tu testes rien en 5 minutes. Moi, je peux pas faire ça. Moi, il me faut des grosses phases de test. Moi, si je teste, c'est du 30 minutes. Parce qu'il faut le temps d'installer un truc. Il faut le temps de tirer sur des ficelles. Mais là, l'usine, bah, c'est surtout à Paris où ils font ça. Tu vois, parce qu'ils ont pas ce luxe de pouvoir avoir une scène et de se dire, allez, vas-y, je teste. Je teste 15, 20, 25 minutes. Non, eux, c'est à la chaîne comme ça. Après, c'est à la chaîne parce que c'est une usine à humoristes et que les mecs et les filles se succèdent comme ça. Ah putain, c'est tellement triste, je suis tellement content d'être à Caen. Franchement, c'est horrible. Enfin bref, les amis, donc voici les prochaines dates de tournée. J'espère vraiment vous y voir. Ça va être très très cool. J'ai vraiment hâte. Alors, l'île prisonnière. Putain, les amis. Alors, déjà, je me suis fait plein de potes. J'ai rencontré des gens vraiment fantastiques. Je suis devenu très pote avec Soraya, qui est membre des Hernadettes. Alors, Hernadettes, c'est un collectif qui fait du rock'n'roll parodique. Alors, évidemment, il y a des veines communes avec ce que je fais moi. En plus, elle est très pote aussi avec Dedo, donc on reste un petit peu dans le même microcosme. Mais c'était vraiment cool, on s'est vraiment bien marré. On a tourné de nuit. Lundi dernier, donc je prends le train et on était à côté de Lorient. On a fait du 17h30, 2h30 pour la première soirée. Et on avait des grosses kalachnikovs. J'ai mis des stories. Faut que vous me suiviez sur Instagram si c'est pas le cas, parce que souvent je rebondis sur ce que j'ai dit dans le podcast. Et vous pouvez le voir. Et on avait des kalachnikovs. Et là, on a tourné une scène avec Anouk Greenberg. Ou Grimberg, je sais pas comment on dit. Vous savez, c'est la femme du roi Lot dans Camelot. Et en fait, elle est retranchée dans sa baraque. Et moi, j'arrive avec trois autres personnes. On a des kalachnikovs pour la choper et tout. Et en fait, elle nous a tendu un piège. Et la grange crame. Et du coup, on a fait cette scène-là où on arrive et il y a ce mur de flammes devant nous. Et on est là, cassez-vous! Et on court avec nos kalachnikovs. Mais j'étais un enfant, les amis. J'étais un enfant. J'avais l'impression de rejouer à la guerre avec mes potes quand j'avais 4 ans. C'était un truc de fou. Et le lendemain, c'est pareil. On a tourné en nocturne. Et on devait. Alors, parce qu'il faut pas que je dise trop de trucs. Disons que c'est l'amorce de la scène d'avant où on arrive sur les lieux et on est en extérieur. Et moi, je suis dans une. On sort de la Jeep à fond en courant, Kalachnikov à la main. On a des Glock dans des holsters qui sont accrochés à notre ceinture. Ils nous ont mis de la patine, vous savez, de la fausse crasse parce que c'est la guerre, putain de merde. C'était trop bien. C'était trop bien. Et là, on était vraiment en mode. On cherche quelqu'un dans une maison, on est dans le noir avec des torches. Franchement, pour une série française, et j'ai suffisamment dégommé les séries françaises sur ce podcast, ça, c'est vraiment cool. Hein. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que t'es dedans, Harold. C'est vrai, c'est vrai aussi. Mais déjà, c'est super violent. Il y a tout un tas d'armes. D'ailleurs, on va parler d'Alec Baldwin après, parce qu'il y a eu un reportage de fait sur. Je vais faire étape par étape. Enfin, bref. Ça, c'est le deuxième jour. Et alors, le troisième jour, vraiment, c'était ma journée où tous les autres, ils sont partis, ils sont rentrés, et moi, je tournais tout seul. Et, putain, j'ai donné de ma personne. Donc, ça, c'était jeudi dernier. Toute la journée de tournage, et j'arrive, et on me dit, ouais, Harold, t'as ton permis, tu peux conduire. Je suis, bah ouais, je sais conduire. Et ils font, bah, c'est super, parce qu'il faudrait que tu conduises la Jeep. Et c'est une Jeep de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Et je suis ok, d'accord, Jeep 4 vitesses. Et en fait, j'ai un otage avec moi, enfin un otage. C'est pas vraiment un otage, c'est un mec que je dois surveiller. On doit retourner chez le mec pour qu'il prenne un truc. Donc je l'emmène dans la Jeep et je dois arriver, donc c'est en Bretagne, hein, c'est vraiment Finistère Sud, et on doit arriver devant sa maison et je conduis un peu comme un ouf. Sauf que, bon, moi je suis pas cascadeur, clairement. Et du coup, je voulais être un peu prudent. Donc les premières prises, j'arrive en Jeep. Et la réal, elle me fait, ouais, non, mais faut que t'ailles plus vite, Harold, hein, faut qu'on sente que les mecs sont un peu sous tension. Et moi, je fais, bah ouais, mais j'ai un petit peu peur, tu vois, un petit peu peur. Et donc, j'arrive,
Et elle me dit, bah repars en arrière, sauf que c'était un petit sentier. Et il me demande de faire marche arrière avec la Jeep, sauf qu'il n'y a pas de rétro. Et moi, en plus, c'est marche arrière, j'ai du mal, j'ai du mal rien qu'à la base. Et je commence à faire ma marche arrière en Jeep, je monte sur des talus et tout, c'est n'importe quoi. Et je sens que ça a commencé à leur casser les couilles à l'équipe. Du coup, il y avait un mec qui me l'a reculé. Il y a un mec qui me l'a reculé, la Jeep, exprès, et puis qui me la remettait au point de départ, mais j'avais tellement honte de ne pas pouvoir conduire ça. Et on arrive, on fait la prise et tout, ça c'est cool. Et après, j'ai réalisé ma première cascade, les amis. Et tout ça, c'était des trucs qui n'étaient pas prévus, hein. Conduire la Jeep, réaliser la cascade. Et ça, je l'ai appris la veille. Euh, le responsable, le responsable des cascades, il vient me voir. Et là, mais putain, mais je vais prendre mon temps pour vous raconter ça parce que c'est exceptionnel. Je pense même que je vais en faire un set et que je vais rajouter ça dans mon spectacle. La veille du tournage, le mec vient me dire, bon bah demain tu vas bien te faire casser la gueule. Je dis, ah bon bah pourquoi? Il fait, tu vas te prendre une étagère sur la tronche. Je dis, ok, bon d'accord. Moi j'étais content, ça me donne du temps à l'image et puis ça peut être cool. Et donc je passe ma nuit et donc j'arrive ce fameux jeudi matin. Donc il y a le passage de la Jeep que je viens de vous raconter. Et une fois qu'on a fini cette scène-là, le responsable des cascades, Gilles, il vient me voir et puis il me fait, putain, il fait, ah, je suis emmerdé parce que je viens de regarder l'étagère, elle est hyper dangereuse. Alors tu sais, moi je rigole, je fais puis je vois bien que le mec il rigole pas, tu vois. Je fais, comment ça, hyper dangereuse? Il fait, ah, ils ont déconné là, parce que vraiment, il y a vraiment une grande possibilité pour que tu te fasses mal. Il fait, mais ça va aller, hein, t'inquiète pas, ça va aller. Et j'étais, ok, ouais, ouais. Et puis on arrive sur le set et il me montre l'étagère, mais putain, vous savez, c'est les étagères de grand-mère là qui ont des. Alors j'ai pas le droit de mettre des photos, mais enfin, c'est des trucs super épais quoi, comme enfin, des trucs de. Limite une étagère normande. Et puis on arrive avec la Réal et tout, et la Réal a fait ouais non pour l'étagère ils ont abusé, c'est parce qu'on avait demandé, est-ce que ça va le faire pour la cascade? Et puis le mec il fait mais oui ça va le faire, il est costaud, hein t'es costaud Harold. Et moi, et vous le savez parce que vous m'écoutez toutes les semaines, et moi j'étais ouais, enfin, peut-être l'air costaud mais pas trop se fier aux apparences, que je suis quand même un peu une chochotte moi, tu vois, je suis super douillet hein, donc et là ils me mettent une ils me mettent une protection, une coque dans le dos. Qui protège les épaules et les cervicales. Et le mec, il me la met et il me fait vas-y, on va s'échauffer les cervicales ensemble, Harold, parce que tu vois, si jamais tu tapes tes cervicales, le fait que ça soit bien échauffé, ça va quand même vachement réduire l'impact. Faut bien vous dire que moi j'ai jamais fait de cascade de ma vie, hein. Et à ce moment-là, poker face quoi. Je suis ouais, pas de problème, pas de problème. Et là, qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Et en fait, l'histoire, c'est que j'arrive dans le bureau du mec qui doit récupérer un truc dans son bureau. Il essaye de choper une paire de ciseaux sur son bureau. Il les fait tomber par terre. Moi, j'essaye de les récupérer par terre. Et pendant que je suis en train de les récupérer par terre, le mec me fait tomber une étagère dessus, mais super violemment. Et donc, sur ce qui était prévu, je dois prendre l'étagère dans le dos, m'exploser sur le bureau et puis tomber par terre à côté. Donc voilà. Donc au début, on répète la scène sans faire tomber l'étagère, parce qu'on a tous convenu que on la ferait tomber quand on filmerait, quoi. Et moi, je priais pour que la première soit bonne d'un seul coup. Et là, donc on fait la scène, je me penche comme prévu, le mec me lance l'étagère sur le dos, sauf que leur prévision, c'était que l'étagère me tape le haut du dos, là où c'était protégé. Sauf que ça a tapé le bas, là où c'était pas protégé. Du coup, je prends l'étagère, bam, je m'explose sur le bureau, je tombe dessus, l'étagère me tombe dessus, et je reste coincé dessous, et puis j'entends couper, et là direct, la réelle, elle fait ça va, Harold. Et là, j'étais j'étais comme ça en dessous de l'étagère. Donc il y a des mecs qui viennent me sortir et tout, et, euh, et le gars des cascades, il fait oh putain, c'était mortel, tu l'as trop bien fait, on s'y serait cru. Je sais pas, oui, mais j'ai vraiment pris une étagère sur la gueule, tu vois, j'ai rien simulé du tout, j'ai super mal au dos. Et en fait, ça m'a déplacé une vertèbre. Du coup, le médecin du tournage a dû me la remettre directement. Et j'avais toujours un joli bleu d'ailleurs. Et c'était ouf, c'était ouf. Et après, le mec, donc moi j'étais prêt à la refaire, tu vois, j'ai dit bah s'il faut la refaire, on la refait. Et en fait, apparemment, j'ai pas vu le rush parce que je me faisais remettre ma vertèbre. Tout le monde m'a dit que la scène, elle est complètement ouf. Et du coup, ils m'ont dit non, non, on garde celle-ci parce qu'elle est parfaite. Et puis je pense qu'aussi que le fait que je me sois fait défoncer, ils ont peut-être pas voulu prendre de risques. Et,
Et après, donc, Gilles, le mec des cascades, un dur, tu vois. Le mec, il a travaillé avec Van Damme et tout. Enfin, le mec, tu lui fais pas. Et je pense il devait m'avoir à la bonne ou se sentir un peu coupable que que je me sois fait éclater le dos comme ça. Et pendant 2 prises, il fait bon bah viens Harold, je vais t'apprendre le maniement des armes et tout, faire un peu de Krav Maga pour désarmer un mec. Moi je dis mais pourquoi faire? Pourquoi faire? J'ai pas envie de désarmer un mec moi. Et donc on est dehors tous les deux, il me file un Glock. Ce sont des vraies armes, hein. Bon, elles sont pas chargées, mais il fait vas-y, menace-moi avec une arme. Et moi, j'étais là, je venais de me faire déplacer ma vertèbre. Donc je le menace. Et le mec, il me fait une technique, il me tord le bras comme ça. Je fais ah. Il fait t'as vu, regarde, là, je te pète les bras. Je fais ah, ouais, mais je vois bien là. Il fait si tu veux, regarde. Puis après, il me met un petit coup de pied. Tu sais, il me met des petits coups pour me montrer. Je fais aïe, aïe, aïe. Il fait t'as vu, en fait, tu fais ça. Là, si tu me braques, moi, je te fais ça. Je fais mais laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait, moi. Et je me suis fait défoncer pendant 1 heure. Et c'était vraiment cool. C'était très cool de voir ça. Donc le gars m'a appris des techniques tout en me faisant mal. Parce qu'à chaque fois, bah, vous les voyez les instructeurs, les mecs qui t'apprennent comment te défendre. Parce qu'ils te montrent, t'as vu, je te bloque le bras, mais te le bloque vraiment quoi. Et t'es, ouais, mais ça me fait mal là, tu vois quand même un petit peu. C'est là où je me suis dit, en fait les gens ne me voient pas comme moi je me vois. Parce que là sur le tournage, ils étaient, ouais mais il est costaud Harold, vous avez vu comment il est stock. Moi, je porte du L, voire du M, hein. Et je suis pas stock. Je veux dire, je me fais une tisane bonne nuit tous les soirs. Je pleure devant la télé. Mais a priori, voilà. Enfin, on a fait toutes ces scènes-là. Et c'était quand même une putain d'expérience. C'était une putain d'expérience. Donc là, j'y retourne fin novembre. Et alors, on est à Lorient. Et après, on finira à Fontainebleau pour des plans intérieurs. Mais, euh, mais très très cool. Alors pour ceux qui me demandent, la série elle sort dans 1 an, voire 1 an et demi, hein. Parce que c'est 6 épisodes de 52 minutes. En admettant que le tournage se finisse dans les temps, il y a quand même beaucoup de post-prod et de montage. Donc ouais, je pense dans 1 an, tu vois, genre septembre, octobre. Donc on a le temps largement d'en reparler. Et puis surtout, il y aura d'autres prises. Peut-être d'autres cascades, peut-être d'autres vertèbres déplacées. Mais, putain, je me donne à fond. Je me donne à fond pour vous. Enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, quand j'étais à Lorient, je me suis promené. Alors je sais pas si on a des Lorientais qui nous écoutent, mais c'est pas grave d'avoir une ville qui n'est pas belle, je vous rassure. Caen, c'est pas super joli non plus, hein. Mais c'est vrai que Lorient, bah, ce qui m'a frappé, c'est que tout le monde boit là-bas. Et j'ai compris pourquoi en me promenant. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Mais je crois que Brest, c'est pire. C'est vraiment des villes portuaires bretonnes. Hum. Je suis allé. Alors moi, j'aime bien voir les stades. Vous savez que j'adore le foot. Je suis allé voir le stade du Moustoir. C'est là où joue le football club de Lorient. Il est pas mal par contre ce stade. Il est en plein centre-ville et tout. Vous devez bien vous éclater là-bas. Mais bon, c'est vrai que Lorient, c'est. Ouais, c'est. Ouh. Voilà les amis. En tout cas, j'ai travaillé et j'ai trouvé des histoires absolument exceptionnelles dans Le Parisien cette semaine. Le faux Playboy, c'est incroyable cette histoire. C'est l'histoire d'un mec de 68 ans, un beau gosse qui s'appelait Anthony Laroche, avec la photo d'un modèle américain qu'il avait pris. Et donc il séduisait les femmes sur le site de rencontre et il leur donnait rendez-vous. Et je sais pas si vous avez déjà vu True Lies, ce film avec Schwarzenegger, quand il tente de reconquérir sa femme, Jamie Lee Curtis. Et ben en fait elle arrive dans une chambre d'hôtel et lui il est dans le noir et il lui demande de pas la regarder, de faire un striptease pour elle, machin truc. Bah lui, le mec, il a à peu près fait cette technique-là, en disant aux filles qu'il voulait faire un délire à la 50 nuances degrés et qu'elles arrivent, qu'elles se bandent les yeux elles-mêmes, machin truc, et qu'elles se mettent voilà, en position équivoque. Et lui, il arrivait, puis il faisait son truc derrière. Sauf que les filles, bah, en voulant, qui étaient consentantes, parce qu'elles pensaient avoir affaire à Anthony Laroche, le beau gosse, elles sentaient le corps à moitié flasque. Et elles se retrouvaient avec un mec immonde, immonde, qui leur faisait des trucs. Et le pire dans tout ça, et vraiment, c'est là la conclusion, faites gaffe à vous. Moi, en fait, comme je suis marié depuis longtemps, j'ai jamais connu les sites de rencontres, je m'en suis jamais servi, je sais pas comment ça marche.
A priori, je sais que beaucoup de gens utilisent ça. Mais la morale de cette histoire, c'est que ce mec-là, il est pas, tu peux pas le poursuivre, en fait. Même si c'est un viol. Mais comme il y a consentement, machin truc, et que c'est le jeu des sites de rencontres, les filles, elles se sont fait violer, parce que clairement, c'est un viol. Sauf que lui, il peut pas être inquiété, en fait. Du coup, bah, j'ai envie de dire, faites attention, les amis. Les amis IS et les amis IES, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et je trouve que c'est, il y a un espèce de vide juridique quand même de ouf, quoi. Et il y a une photo du mec, mais il est dégueulasse, mais dégueulasse. Et je me mets à la place des filles de me retrouver avec ça. Putain, euh, c'est horrible. Alors moi, franchement, je veux pas. Il y a même pas d'excuses en disant elles auraient dû. Non, non, jamais tu dois avoir affaire à ça, quoi. C'est horrible. Et le mec, c'est vraiment un détraqué, quoi. Et le gars, il est pas poursuivable. C'est quand même fou. Genre, il est prouvé par A plus B, même le mec, il te dit, bah ouais, ouais, mais c'était un jeu, je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais les femmes étaient consentantes. Et c'est lui qui a raison. C'est un truc de ouf. Enfin, moi, j'ai lu ça, j'étais sur le cul. Je fais putain. Parce que forcément, enfin, je transpose ça à des copines à moi qui utilisent ce genre de site, ou peut-être ma fille plus tard, ou machin truc. Je me dis, mais l'horreur. Moi, franchement, un mec fait ça à ma fille ou à une copine à moi que je connais, mais je le déboîte. Je le déboîte, le mec. Et donc, il y avait ça. Et l'autre truc qui était vraiment. Ça, c'est mon petit coup de gueule de la semaine. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un tueur en série qui s'appelle le Grêlé. C'est un mec qui avait fait des. Je raconte tout ça parce qu'on est en période d'Halloween. Et du coup, je voulais des histoires un peu macabres pour vous. Et en fait, c'était un tueur en série, 4 meurtres et puis 6 viols entre 1986 et 1994. Et en fait, fin septembre, donc le gars qui s'appelait en vrai Francis Vérov, qu'on avait surnommé le Grêlé. Euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais prévu de chercher. Il a annoncé que c'était lui, le tueur en série, le Grêlé, machin truc et tout. Et là, donc forcément, les proches, personne ne se doutait que c'était lui. Et du coup, bien évidemment, on cherche à comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Et là, ça m'énerve parce que ils sont là, ah oui, mais il avait une fascination pour les films d'horreur, les films gore, machin truc, il ne regardait que ça. Arrêtez, putain, on n'est quand même pas encore là à se dire que les films d'horreur rendent les gens violents, les jeux vidéo, machin truc. Oui, il y a des gens qui sont, mais c'est pas ça qui les rend violents, ils ont un problème à la base. Et là, le mec, c'est vrai que son film préféré, c'était Cannibal Holocaust. Alors Cannibal Holocaust, moi je l'ai vu une ou deux fois, c'est vrai que putain le film, je crois que c'est le pire film que j'ai jamais vu. Mais en même temps c'est un classique du cinéma. Alors après c'est vrai que si, enfin je veux dire, si tu le regardes en boucle, évidemment il y a un problème, mais c'est pas parce que tu regardes Cannibal Holocaust que voilà. Et en fait, je trouve que cet article, il est un peu à charge, dans le sens où ils disent oui, si vous avez une appétence pour les films d'horreur, les films gore, machin truc, vous pouvez, non, bah oui non. Enfin, moi j'en regarde plein, je connais plein de personnes qui adorent les films d'horreur. Voilà quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage d'en être encore sur des conclusions un petit peu basiques comme ça. D'ailleurs, on peut se dire hein, ce qu'on aime comme film ou pas. Et Cannibal Holocaust, c'est un truc de. Moi, j'ai vu dans les films qui m'ont marqué comme ça. Il y a Cannibal Holocaust, Salaud ou les 120 jours de Sodome. Celui-ci, il est hardcore. Il est vraiment hardcore. Et Spit on Your Grave, je pense. Mais le premier, parce qu'ils ont fait un reboot, genre dans les années 2000. Spit on Your Grave, c'est un rape and revenge, ça se faisait beaucoup dans les années 70, où je sais pas c'était quoi leur délire à cette époque-là, mais en fait l'héroïne se fait violer, et en fait après elle se fait justice elle-même. Donc c'était vraiment une catégorie de film qui s'appelait le rape and revenge. Euh, Bah, c'est un peu comme il y a Spit on Your Grave, Fight for Your Life aussi. J'en regardais beaucoup à une époque quand j'étudiais le cinéma, parce que j'avais une passion pour tout l'âge d'or hollywoodien, tous les films de 60, entre 60 et 70, mais genre Easy Rider, Bonnie and Clyde, tout ça. Euh, J'adorais ces films-là, et en fait ça c'était la continuité, c'était des films qui coûtaient pas cher, les B-movies comme on appelle ça. Et en fait ça sortait dans des cinémas indépendants. Tarantino il a fait Boulevard de la Mort, comme ça un petit peu. Et ouais, il faisait des trucs. Délivrance aussi. Bah, Délivrance, c'est un classique, mais c'est un peu un rape and revenge aussi, sauf que c'est un mec qui se fait violer par des maboules.
Mais je sais pas, ouais, à une époque, je sais pas pourquoi c'était leur délire de faire ça. Bah, Spit on Your Grave, ça m'a vraiment marqué. Parce qu'il est super bien fait pour l'époque et c'est une violence atroce, quoi. J'aime pas trop les scènes de viol, moi, dans les films, ça me met très mal à l'aise, mais je pense que ça me met très mal à l'aise tout le monde, c'est un petit peu fait pour ça. Euh, D'ailleurs, c'était dans Irréversible aussi, rien à voir, mais Irréversible avec Monica Bellucci, la scène de viol, elle dure 13 minutes, je crois, enfin, c'est trop long, quoi. C'est horrible. Mais ouais, enfin bref, tous ces films-là, est-ce que c'est parce que tu regardes des films comme ça que tu deviens... je trouve ça vraiment dommage qu'on en soit encore avec des chemins de traverse comme ça, se faire des raccourcis. Enfin, c'est un peu zéro. Bref, en tout cas, et on en est déjà à 31 minutes, les amis. Attendez, je reviens. Ok. Ah si, j'avais une question à vous poser. J'avais une question à vous poser. J'étais dans le train en retour de Lorient et il y a un mec qui ronflait dans le train. Et les gens qui ronflent, c'est horrible. Et je me posais la question, qu'est-ce que vous préférez? Dormir avec une personne qui ronfle que vous aimez ou passer la soirée avec un con que vous n'aimez pas? C'est dur, hein? Vous préférez un ronfleur ou un con? Parce que ronfler, c'est vraiment chaud. Moi, je crois qu'à choisir, je prends la soirée avec un con. Parce que limite, je peux prendre sur moi. Tu vois. Je me dis, même si je suis avec un con, bon bah voilà, tu vois, au moins je mange bien. Mais dormir avec une personne qui ronfle, tu peux pas dormir. Et c'est horrible. Et moi, je sais que ma meuf, elle ronfle. Et parfois, j'ai envie de l'étouffer avec un oreiller. C'est horrible. C'est horrible. Moi, je prends le dîner avec le con. Prenez quoi, vous? Le ronfleur ou le con? J'attends vos réponses. 32 minutes. Je voudrais avoir une pensée dans ce point du lundi matin. Comme on parlait de l'île prisonnière tout à l'heure, j'ai appris pendant le tournage que la première journée de tournage, alors moi j'étais pas là, la série se tournait en bas de falaise, et enfin pas falaise la ville, en bas de falaise avec un S. Et il y a un gamin de 25 ans qui était tout en haut des falaises et qui a voulu prendre un selfie de lui-même. Et il est tombé parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et voilà, je trouve ça triste. Du coup, ils l'ont retrouvé genre 4-5 jours après. Évidemment, il est mort, hein. Donc voilà, je dédicace mon grand, si tu nous écoutes de là-haut. Et puis voilà, est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz pour finir tout ça? J'ai rien d'autre à dire, moi. Attends, je regarde mes notes. Oh si, putain, il y a cette histoire exceptionnelle, je me l'étais notée aussi. Bon, je vous ai dit, j'ai noté plein de trucs. Est-ce que vous avez vu l'histoire de Ander Herrera, le joueur du PSG? Le mec, soi-disant, sa version, il repartait du Parc des Princes et il passe devant le bois de Boulogne. Et là, soi-disant, il s'arrête à un feu rouge et il y a une prostituée transsexuelle qui rentre dans sa voiture, qui prend son portefeuille et son portable. Du coup, il lui demande de rendre son portefeuille et son portable, mais le trans veut pas. Il veut bien le téléphone, mais pas le portefeuille avec les 200 euros. Il faut que Herrera la conduise à un point en particulier, machin truc. Ce qu'il fait. Et après, il va porter plainte. Je ne crois pas du tout une seule seconde à cette version. Moi, je pense qu'il est allé se faire pépon par une tepu au bois de Boulogne et qu'il s'est fait griller, quoi. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf de dire que, mec, tu gagnes 400 plaques, 400 000 euros par mois et tu vas aller faire ça. C'est la honte. Le gars, il est marié et tout. Bon, ça m'a amusé. J'ai bien aimé cette petite histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bref, faisons-nous notre quiz, les amis. Le quiz mort de rire. Si, pendant que j'y pense, je suis en train de travailler sur différents projets. Notamment un projet d'huile de barbe qui va sortir avant Noël. C'est une niche, mais on va faire des petits paquets pour vous. Et je suis en train de travailler sur mon propre site aussi, où il va y avoir de la vente en ligne, parce qu'il y en a trop qui me demandent pour les bobards, les machins trucs et tout. On est en train de mettre tout ça en place,
et vous allez pouvoir avoir plein de trucs. Des t-shirts, des mugs, des verres à bière, la bobard, tout ça. Donc ça va être vraiment cool. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ok, où est-ce qu'on en était, mes petits coquins? Ça, je me demande si on l'a pas déjà fait. Allez, c'est parti. Vous avez votre papier, votre crayon. On a presque fini ce petit calepin, donc, qui s'appelle Ponte funèbre, le petit quiz ultime sur les morts les plus célèbres. Il va falloir que je trouve autre chose après. Ok, on y va. Allez, 10 questions. C'est vous contre moi. Quel explorateur français mourut en Louisiane le 19 mars 1687 après une mutinerie de ses soldats? Samuel Champlain, René Robert Cavalier de la Salle, Pierre Durga de Mont. Moi, je connais que Cavalier de la Salle. Donc, je vais dire Cavalier de la Salle. Réponse B. Réponse B, Cavalier de la Salle. Et là, c'est comme si je venais de vous mettre un coup franc en pleine lucarne. Direct. Ok. Quel homme politique français collaborateur fut fusillé le 15 octobre 1945? Marcel Déat, René Bousquet, Pierre Laval. Je mettrais bien Pierre Laval, moi. Vous l'avez le vôtre? Réponse C, Pierre Laval. Cristiano Ronaldo, là. Non, mais je suis tellement fort. Et le pire, c'est que je dis tout ça au pif. Quel chimiste français fut condamné pour complot contre le peuple français, puis guillotiné le 8 mai 1794? Lavoisier, Niepce, je ne sais même pas comment on le prononce, N-I-E-P-C-E, Niepce, Berthollet. J'ai fait B, C, je vais mettre A pour changer, Lavoisier. Vous avez le vôtre? Putain, réponse A, Lavoisier. Et je ne triche pas, hein. Je suis en réussite aujourd'hui. Quel acteur majeur de la libération de la France en 1945 s'est tué dans un accident d'avion le 28 novembre 1947? Le maréchal Leclerc, le général Patton ou le colonel Montgomery? Patton, je pense pas. Maréchal Leclerc... Bon, je vais mettre C, colonel Montgomery. Bon. Réponse A. Maréchal Leclerc. Ok. Quel ennemi d'Auguste se suicida en Égypte en -30, quelques mois après sa défaite à Actium? Lépide, Marc-Antoine, Césarion. Je me demande s'ils le disent pas, ça, dans Kaamelott, livre 6. Moi, je vais mettre réponse C, Césarion. C'est bon? Réponse B, Marc-Antoine. J'ai hésité en plus. Quel nom fut donné à la nuit où Hitler et ses sbires SS éliminèrent Rome et les grands chefs de la SA? La longue nuit, la nuit de cristal, la nuit des longs couteaux. Alors, la longue nuit, c'est sûr que non. Ça se joue entre la nuit de cristal et la nuit des longs couteaux, parce que les deux ont existé. Mais de mémoire, je mettrai réponse C, la nuit des longs couteaux. Réponse C, la nuit des longs couteaux. Barbet dans la surface. Oh, il est exceptionnel. Allez, les deux dernières. Ok. Quel philosophe florentin, conseilleur des princes, est mort des suites d'une péritonite le 21 juin 1527? Machiavel, César Borgia ou Lucrèce? Je me demande si c'est pas dans les Borgia, ça. Moi, je vais mettre réponse B. Réponse A, Machiavel. La dernière. Tout le monde est prêt? Quel homme politique noir américain a été assassiné par des Black Muslims à New York le 21 février 1965? Martin Luther King, Malcolm X ou Fred Hampton? Putain, j'en sais rien du tout. Je crois que je vais mettre réponse B, Malcolm X. Moi. Vous avez le vôtre? Réponse B, Malcolm X. Oh putain, je m'arrête là parce que je vole. Là. Je ne prie pas, je vole. Nanana. Si je commence à chanter du Louane, on n'est plus. Les amis, merci de m'avoir écouté pour ce point du lundi matin pendant 40 minutes. Voilà, d'habitude, ça en fait à peu près 20. Vous avez pris le double parce qu'on avait des trucs à se dire. On aura encore des trucs à se redire la semaine prochaine. En tout cas, profitez bien de votre jour férié. Ah, bah putain. Pour ceux qui écoutent ça le soir, la petite tisane, la semaine va être courte. Le problème des semaines courtes comme ça où il y a un jour férié, c'est qu'on doit taper tout le travail de la semaine en moins de jours. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver.
On se prend tous par les mains. Vous savez, là ce matin, je regardais les vidéos de la victoire de mes New York Jets. Ils étaient tous là. Et le quarterback, il fait Family on three. Ils font 1, 2, 3, family. Comme ça. C'est pas mal, on devrait faire ça. On devrait se faire ça, nous. Un truc en français, tu vois. Moi, je fais ma boule à 3. 1, 2, 3, ma boule. Et on fait tout ça. Je vous kiffe, les amis. Je vous kiffe. On se voit bientôt. Je sais que j'envoie certains d'entre vous à Célestat. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Et bien sûr qu'on va boire des coups. Bien sûr qu'on va boire et qu'on va rigoler. Je suis comme vous, moi. Allez, bisous. Bonne semaine.